Bonsoir, mon ami Wilfried. Hello, bonsoir, Elche, général. Apparemment, on t'appelle comme ça affectueusement. Général, commandant de la Mhm. révolution en Allemagne. Oui, ne fais pas comme les gens du RDPC qui aiment s'affubler de gros titres, hein, je te préviens. Non, je suis au service du peuple, tout simplement. Voilà, ça c'est Donc, excellent. D'ailleurs, tu me prends un peu sur le fait parce que je n'avais pas prévu de dire quoi que ce soit ce soir, mais bon, vu que je serai présent demain, peut-être qu'il vaut mieux clarifier deux ou trois choses pour que les exactement. gens pour que les gens ne comprennent pas de travers. Oui. Il ne s'agit pas de soutenir une insurrection. En fait, les circonstances m'amènent à être présent parce que, comme par hasard, je me trouve à cet endroit en ce moment-ci. Il y a d'ailleurs à peine quelques heures que j'ai appris qu'il y a une réunion de ce genre à Essen demain. Et Mhm. je suis plutôt le type de personne qui se dit que s'il y a des défauts dans une structure, la meilleure solution ne consiste pas à fuir cette structure-là, soi-disant elle est diabolique, mais plutôt à apporter ce qu'on a comme solution si on estime qu'on peut y apporter de bonnes choses. Donc, Mhm. si j'ai deux, trois suggestions à faire, même si je n'ai pas la garantie qu'elles peuvent être acceptées, si j'ai deux, trois suggestions à faire, je me dis que la sagesse demande que je sois présent, que je les fasse, que je vois aussi comment fonctionnent les uns et les autres, comment chacun ici de son côté, à sa manière, a essayé de contribuer à la révolution intellectuelle, à dire non à la tricherie au Cameroun, a contribué il y a 6000 kilomètres de distance à fabriquer un Cameroun dans le sujet, parce que le Cameroun actuel est totalement hors du sujet. La canne vient encore de nous le montrer. Donc, Mhm. demain, je vais écouter surtout, parce qu'on dit qu'il y a un temps pour tout, je vais d'abord écouter ce que les uns et les autres ont à dire, je vais écouter l'ordre du jour, je vais écouter les différents acteurs présents, je vais écouter les conseils et les suggestions que les gens me donneront. Et maintenant, en fonction de ce que j'aurai entendu et de ce que ça m'aura donné comme inspiration, je vais aussi faire mes suggestions. Donc, grosso modo, Mhm. il va s'agir de cela, grosso modo, il va s'agir de dire que contrairement à ce que ceux qui veulent discréditer la révolution populaire prétendent, il ne s'agit pas de créer le désordre. Moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique et très intellectuel dans ma façon de procéder, c'est-à-dire je laisse le cerveau dominer tous mes actes. Même si je me trompe, il faut que tous mes actes soient guidés par la raison. Donc, quel que soit ce que je vois les miens faire, je leur demande, ne laissez pas l'émotion ou l'attention dominer sur la réflexion, ne laissez pas la logique régalienne, la logique républicaine, la logique pacifique, la logique réflexive dominer sur autre chose. Sinon, vous allez donner raison à ceux qui veulent vous discréditer et à ceux qui n'ont pour seul argument que la tricherie, la violence, en plus du n'importe quoi. Donc voilà, c'est dans cette logique-là que je compte aussi procéder. Il faut montrer que nous avons grandi, que nous avons mûri, que nous avons atteint ce qu'on appelle la maturité politique et que nous allons, à travers ces méthodes-là, mettre à nu ceux qui s'attendaient à ce que nous soyons belliqueux et qui voulaient répondre de manière belliqueuse aussi pour se donner raison en traitant de bandits. Donc, même sans être de la troupe, tout ce qui a une vocation, une idéologie profonde, tout ce qui a une idéologie pacifique, tout ce qui a une idéologie portée vers le peuple et le bien-être de ce pays que nous appelons le Cameroun, que nous aimons beaucoup et dans lequel nous aimerions bien retourner, implanter deux, trois structures, en fait tout ce qui converge avec cette façon de voir les choses est aussi conforme à ma vision du monde. Il ne faut donc pas que quand les gens entendent révolution, ils pensent à la guérilla, à des gens habillés en militaire qui vont dans la forêt avec des armes et tout pour renverser le trouble. Non, la révolution, elle est intellectuelle. La révolution, c'est la révolution de pensée. La révolution, c'est ce que les gilets jaunes ont commencé en France. Pas les Exactement. casseurs, mais en tout cas les gilets jaunes, ceux qui se sont mis à réfléchir en disant si on nous demande de se serrer la ceinture pendant que l'État, lui, ne réduit pas son train de vie et pendant que tous les fonctionnaires ont un chauffeur pour arriver dans leur bureau administratif, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous sommes des Français au même titre que eux et nous avons droit à une vie décente au même titre que eux. Ils ont donc entamé cette révolution intellectuelle désintéressée pour le peuple et voilà, c'est ce qu'ils entendent implanter. Bon, même si après, il y a des dérives et tout, mais à l'origine, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, la révolution aussi que nous voulons
implantée dans le cas camerounais. C'est la révolution qui a démarré après le hold-up électoral où, par les arguments, par le débat, par la réflexion, on les a tous mis dos au mur. On a vu comment la force cérébrale est de loin supérieure à la force des muscles. Parce que même quand eux, ils ont montré les muscles, nous avons réagi de manière pacifique et nous sommes les gagnants aujourd'hui parce que l'histoire nous donne raison en tout. Leurs échecs sautent aux yeux de jour en jour, comme par un coup du destin. Donc voilà, c'est un résumé pour ne pas faire de conférence là et te voler ton live. C'est en quelque sorte ce sur quoi on va parler demain. Mes suggestions à la brigade anti-Sardina, enfin, je n'aime même pas exprimer ça de cette façon, mes suggestions à tous les Africains ou les Camerounais, le cas échéant de la diaspora, qui veulent d'une façon ou d'une autre contribuer à faire étaler au grand jour la tricherie du gouvernement camerounais, le caractère hors sujet de l'administration camerounaise, le vol et l'incurie dont ils sont les acteurs, tous ceux qui veulent contribuer à cela, à ce hold-up, enfin à mettre à nu ce hold-up, à mettre à nu, en tout cas à participer à cette fameuse révolution intellectuelle. Voilà mes suggestions pour les amener à mener leur combat de manière adulte, de manière réfléchie, de manière mature. Donc voilà, il y a ton ami Géraud qui me casse un peu les oreilles ici avec sa musique à outrance et ses cris et ses Géraud, rires. Géraud, Donc, laisse. je vais prendre congé de toi, cher Non, général, et au une plaisir de... question que je voudrais te poser avant que tu ne parles, Wilfried, s'il te plaît. Une Une question, question. s'il te plaît. Oui, une question. Oui, une question. Le peuple ici présent me demande de te poser une question, la suivante, Elle est s'il te assez plaît. perturbante, ta musique. Guéraud, s'il te plaît. Merci. Tu sais, Donc, général, la question. Géraud, c'est le type de personne comme le RDPC, les jaloux, qui n'aiment pas voir les Africains progresser. Donc, nous sommes en révolution. il est comme ça. Et On a il dit qu'on est besoin en ce soir. révolution. Alors, la Donc, question. la question est la suivante, Claude Wilfried. Tu viens du Cameroun. Tu as eu le temps Nous avons commencé la révolution ici. Et puis, quel est le regard que l'opinion publique camerounaise, le peuple camerounais, autant pour moi, porte sur la révolution que nous menons ici par rapport à celle que nous vivons réellement sur le terrain? Qu'est-ce que vous pensez de nous? Quelles sont les attentes du peuple camerounais par rapport à cette révolution? Ça, c'est le petit A de la question. Petit B, quel est quel est le rapprochement que tu peux faire entre la révolution des Gilets jaunes et la révolution que nous menons pour nous offusquer contre le régime de Biya? Merci. En fait, ces deux questions, c'est de la triche. Tu me fais travailler. J'étais en train de manger du poisson et c'est pas de la sardine. C'était un énorme maquereau Oh avec là beaucoup de là, je piment suis qui était en train désolé, de... Wilfried. Mais bon, on Merci. va, on va poursuivre le poisson plus tard et satisfaire quand même ceux qui ont posé la question. Merci. Si c'était la sardine, je l'aurais jetée à la poubelle. Bref, c'est une parenthèse. D'accord. Alors, la première question, c'est... je vais commencer par la deuxième parce qu'elle est plus simple. Le parallèle entre ce que la brigade anti-Sardina fait et les gilets jaunes. Le parallèle, il concerne les bons et les mauvais côtés. Je commence aussi par les mauvais côtés. Je procède un peu comme Stephen King qui commence des livres par la fin pour converger vers le début. C'est un exercice amusant. Alors, le mauvais côté, le parallèle avec les Gilets jaunes, c'est que parmi ceux qui ont décidé de faire la révolution de manière intellectuelle, se sont ralliés des casseurs, des pilleurs, des gens qui, parfois, certains viennent même peut-être du camp ennemi, rien que pour discréditer l'action et qu'ils disent, regardez, voilà, ces gens-là, ils bagarrent, ils cassent tout, ce sont des bandits, ce sont des, voilà, des Ouais. maquisards, des forêts qui veulent tout renverser, qui veulent chasser Paul Biya à coups de pilons et tout. Non, non, non. Les bilans de Paul Biya est tellement médiocre que les pilons ne sont pas nécessaires. Les arguments suffisent largement. Ils Oui. sont beaucoup plus puissants que les pilons. Je crois que quand nos RDPcistes sont devenus fous sur les plateaux télé, ce n'était pas parce qu'on leur donnait des coups de pilon sur la tête, c'était parce on leur donnait des coups d'arguments dans le cerveau. C'est beaucoup plus efficace. Tout le monde peut essayer, vous verrez que ça marche à tous les coups. Donc le parallèle avec les gilets jaunes, c'est celui-là. Il s'est donc trouvé que des casseurs intellectuels sont venus au milieu des casseurs, au milieu des révolutionnaires idéologiques ayant contribué à apporter le chaos. Donc parfois il y a des bagarres, il y a des guerres de leadership, des gens qui sont hors sujet et qui n'ont totalement rien compris, qui pensent que c'est un groupuscule qui a été créé, qui génère des fonds, qui voilà, où le président, le directeur ou l'animal alpha est celui qui gagnera le plus d'argent. Il n'en est rien. La révolution, c'est de l'autre côté, comme avec les Gilets jaunes, la révolution, c'est d'abord un concept basé sur un constat
le constat que nous sommes en manque de tout pendant qu'une minorité se sucre. C'est ce que j'appelais dans mon direct d'il y a 2 jours l'oligarchie. Vous Oui, êtes 100 dans une pièce, il y a 100 euros, chacun pourrait y avoir 1 euro, mais il y a 12 personnes, il y a 10 personnes qui disent que bon, si chacun de nous prend 10 euros, ça va. Donc ils se retrouvent, ils ont 10 euros chacun et le peuple n'a rien du tout. Le peuple doit se débrouiller par lui-même, à faire des crédits, à vivre selon le troc, à vivre un peu comme au temps de la préhistoire. Vous avez, je ne sais plus qui en parlait, des gens qui bitument une maison, enfin qui bitument leur quartier et le goudron s'arrête immédiatement là où se termine leur maison. C'est mais quel égoïsme. Donc il sait que c'est confortable de rouler juste. sur une zone goudronnée, mais il ne veut pas accorder le même privilège aux autres. Donc c'est la même incurie que nous avons au Cameroun. Et comme on dit, tel père, tel fils, telle métropole, telle colonie, quand vous regardez la France, c'est à peu près pareil. Vous avez à Paris une disparité incroyable dans les quartiers. Quand vous allez au centre-ville, Georges V, Champs-Élysées, Clémenceau, en tout cas les grandes stations, les grands lieux, les grandes boutiques, les grands boulevards, les boulevards des Maréchaux, Rivoli, Louvre, Notre-Dame, Île de la Cité, c'est un luxe insolent. Et après, vous allez, je sais pas, à Montreuil, à Bobigny, à Saint-Denis et tout. Et c'est voilà, c'est ceux-là que Sarkozy avait appelé la racaille. Donc, à un moment donné, le peuple se pose la question, alors vous vous sucrez sur notre dos, sur nos impôts, pour nous appeler ensuite racaille, ça ne peut pas se faire. Vous n'êtes pas des super citoyens. Vous êtes des citoyens au même titre que nous. Et autant nous avons droit aux mêmes privilèges que vous, autant vous avez le devoir de souffrir comme nous pour comprendre nos réalités. Donc à partir de là, les gens se sont donc retrouvés et ont créé un rassemblement pour revendiquer ce qui leur revient de droit. C'est ce qu'on appelle les gilets jaunes, c'est ce qu'on appelle la brigade ici. La brigade à l'origine, la brigade anti-Sardinat, selon ce que moi j'ai compris d'elle, c'était un mouvement qui avait pour vocation de dire aux artistes, attendez, c'est de nous que vous dépendez en fait. Le gros de votre Effectivement. salaire, vous le faites ici Effectivement. dans la diaspora. Oui, Comment est-il donc possible que vous vous retrouvez dans des situations où c'est de la diaspora que vous dépendez parce que Paul Biya et son gouvernement n'ont pas mis une structure culturelle assez mature pour encadrer les musiciens et formaliser votre situation. Et paradoxalement, quand il s'agit de choisir un camp, vous allez choisir le camp de votre bourreau. Et donc, à l'origine, la brigade, en boycottant les artistes, c'était pour leur dire, c'était pour leur faire comprendre, pour leur faire voir sur leur propre chair, leur faire vivre sur leur propre chair ce qu'ils perdent en perdant la diaspora pour qu'ils comprennent qu'en fait, c'était d'eux que nous dépendions. Et exactement. maintenant, si le président Paul Biya, dans un pays normal, avait mis les structures d'encadrement des artistes, les artistes ne seraient pas en train de souffrir actuellement du fait que la diaspora les boycotte. Parce que la plupart des Camerounais se trouvent où? Bah, au Cameroun. Donc, si on avait mis et des salles de concert adéquats et des centres culturels adéquats, s'il y avait une vraie éducation culturelle qui amène le jeune à aller voir et les concerts et les représentations et les spectacles et tout, si on avait mis un vrai système de rémunération et un vrai système d'encadrement des musiciens, les artistes ne seraient pas là à pleurer que la diaspora leur ouvre de nouveau ses portes. C'est donc la grande question qu'on leur a posée, en tout cas selon ce que j'ai compris Oui, de la brigade exactement. anti-sardinard, la républicaine, selon ce que j'ai compris d'elle, c'était justement la question qu'il posait aux artistes. Mais regardez, sur quelle base rationnelle êtes-vous donc allé voter pour celui qui vous met dans une situation précaire et que vous avez refusé la voix de ceux qui, en fait, sont les garants de votre survie? Et, Donc ça, c'était l'élément républicain que nous retrouvons donc aussi chez les Gilets jaunes qui disent, nous faisons tourner la société française tous les jours. Nous oui, sommes la raison pour laquelle la France est cinquième puissance économique mondiale. Bon, en levant le volet Afrique et pillage et tout, disons, dans la tête d'un Français, il se dit, c'est moi qui fais tourner, c'est moi le boulanger qui me lève à 4 heures du matin alors qu'il fait nuit à moins 12 degrés, c'est moi le policier du péage qui me lève à 4 heures du matin pour aller contrôler les véhicules, c'est moi le plombier qui va réparer les tuyaux quand on appelle, c'est moi le pompier qui réagit aux incendies, c'est moi, en fait, c'est nous, la France. Et il y a un petit clergé de personnes au sommet de l'État qui se la coule douce et qui, et qui se dit que ça va continuer comme ça, ils vont continuer à acheter des vestes à 11 000 euros, comme François Fillon, à faire de grandes soirées, de grandes visites, et à se faire accompagner par des chauffeurs pendant qu'ils nous demandent de serrer la ceinture. Ça ne peut pas continuer. On va leur faire comprendre que si nous, on décide de ne rien faire, la France est paralysée.
Et justement, aujourd'hui, en quelques semaines seulement, 2, 3 semaines, ça fait 18 jours de mouvement. En France, on parle déjà sur certaines entreprises d'un déficit de perte, enfin d'une perte, même sur certaines structures privées, d'une perte de 500 millions, 400 millions d'euros, enfin 400 000 euros, 500 000 euros. Ce n'est pas rien. 500 000 euros, C'est beaucoup, c'est vrai. c'est dans les 300 millions de francs CFA. Pour une petite structure privée, en une semaine, c'est un manque à gagner énorme. Et cette structure paye les impôts à l'État. Donc, c'est aussi l'État qui perd quand les impôts ne sont pas payés. Et quand les Oui, policiers ouvrent les péages et que les voitures circulent sans payer, c'est avec l'argent de ces péages qu'on entretient les routes. Donc, quand l'argent ne rentre pas, les routes vont se retrouver comme celles du Cameroun à long terme parce qu'il n'y aura pas d'argent pour les réfectionner. Donc, les citoyens ont fait comprendre aux dirigeants français, attention, si vous continuez dans votre lancée, nous allons vous faire comprendre que c'est nous la France. Donc oui, la diaspora, la brigade en tout cas a procédé de la même manière dans l'idéologie du départ. Nous allons arrêter d'organiser vos concerts, nous allons arrêter d'aller à vos concerts et vous allez comprendre que ce qui vous fait fonctionner et ce qui vous fait même aller au Cameroun et organiser vos activités, c'est l'argent que nous vous donnons ici dans la diaspora. C'est ça la logique républicaine, c'est ça la logique révolutionnaire. Il faut que les gens se rendent compte que finalement la guérilla, finalement la révolution, finalement la guerre la plus efficace est celle qui utilise son cerveau. La force n'a que le même principe. On bagarre, tu me tapes, je te tape. En fait, on sait déjà comment tu vas procéder. Mais le cerveau, la réflexion est imprévisible. Tu ne sais pas le coup que ton vis-à-vis va jouer. Tu ne sais pas la carte qu'il a encore. Tu ne sais pas l'idée qui lui est venue à l'esprit. Il oui. est imprévisible, ce qui le rend intraitable. Comme imprévisible rime avec invincible, il faut donc privilégier la réflexion à toute autre chose. Chose. Et donc, le parallèle avec les Gilets jaunes, c'est celui-là. L'opinion que la population camerounaise a sur vous, on va dire malheureusement, il y a deux problèmes au Cameroun. C'est que le premier, les Camerounais ne sont pas toujours au fait, enfin, pas à 100% comme nous le sommes ici, de ce qui se passe dans la diaspora. Et de deux, quand ils sont au courant de ce qui se passe dans la diaspora, Oui, ils sont au courant par le biais enfin, des principaux fossoyeurs, c'est-à-dire, comme tu as dit, si Atanganji ou Issa Chiroma, qui va donner à la population, qui va réfléchir à la place de la population sur la nature d'un mouvement dans la diaspora. Ils vont dire, vous avez des groupes de bandits de l'autre côté qui, voilà, veulent semer le trouble et venir déstabiliser le Cameroun. En fait, c'est cette façon de procéder qu'ils ont. Heureusement, il y a les réseaux sociaux qui font que les Camerounais, même si, voilà, c'est surprenant parce qu'on ne s'y attendait pas. On peut déjà oui. justement réunir 1500, 2000, 2500 personnes sur un direct. On parle de la politique camerounaise tout en étant dans la diaspora. Et par là, et par la diffusion par ce canal, les gens se mettent à se rendre compte que cela n'a rien à voir avec ce qu'on leur dit. Cela n'a rien à voir avec la rumeur qu'on propage. C'est plutôt des gens qui partagent les souffrances des Camerounais qui sont dans le pays et qui se disent, et qui, au lieu de se dire, bon, on est dans la diaspora, on a les papiers, on a un boulot, on est tranquille, on s'en fout du Cameroun, qui se disent, non, je compatis à la souffrance de mes compatriotes à 5000 km de distance. Je partage ce qu'ils vivent au quotidien. Je sais que moi, j'ai le robinet, j'ai l'électricité, j'ai les autoroutes quand je veux me déplacer. Mais eux, là-bas, et c'est mon pays, dont eux, c'est moi, quand ils se déplacent, rien que pour sortir de Douala, il faut 3 heures. Or, Douala a une superficie égale à Berlin, mais la route est tellement minuscule, on dirait une piste d'un petit village dans une départementale au fin fond de Oui. l'Allemagne. Donc, voilà. Et je partage ce qu'ils vivent et je ne veux pas qu'ils continuent de le vivre. De le vivre. Et pour qu'ils arrêtent de le vivre, il faut que les principaux acteurs responsables de la situation soient mis face à leurs responsabilités. Et tant qu'ils sont républicains, tant qu'ils sont civiques, tant qu'ils sont régaliens, tous les moyens sont permis pour les mettre hors d'état de nuire. Et c'est comme ça que moi j'entends procéder. Et c'est comme ça que j'encourage les uns et les autres à procéder. Ça va faire un peu partie, grosso modo, des suggestions que j'aurais à faire. Nous l'avons prouvé pendant la campagne, pour ce qui est du MRCI en tout cas. Nous l'avons prouvé pendant la campagne que, voilà, on dit le savoir, c'est du pouvoir. Cheikh Anta Diop le disait, armez-vous de science jusqu'aux dents. Quand on surcharge son cerveau de know-how et de stratégie, on écrase tout. Voilà, l'argument fait plus peur que le muscle. C'est une devise que nous devons retenir maintenant et pour toujours. Et voilà, on va voir comment ça va fonctionner parce que Oui, ça aura donné du crédit pour la brigade anti-Sardinard, en tout cas le cas échéant, ça aura donné du crédit à l'action
aux yeux de ceux qui sont au pays, qui finiront par comprendre que c'est en fait pour eux que les gens se battent de l'autre côté. Les gens de Oui, l'autre côté n'ont en fait rien à perdre. Ils peuvent décider de rester en Europe et de vivre leur vie, vu que l'Europe, c'est le exactement. paradis, il paraît. Exactement. Donc, qu'ils se posent la question, pourquoi ceux qui sont au paradis se préoccupent de nous qui sommes en enfer? Peut-être c'est parce qu'ils veulent aussi que nous vivions le paradis, parce que peut-être le véritable paradis, c'est chez nous. Voilà, mon cher général, j'espère que tu vas me laisser manger mon poisson à présent. Je plaisante pas, hein, ça commence à sécher, là. Oh là là, juste, ne pars pas s'il te plaît. Souffre de nous donner, de nous accorder juste 2 minutes encore s'il te plaît. C'est vrai qu'on dit que l'appétit vient en mangeant, là ça commence à... Oh, Ok. oh là là, oui. Bon, Wilfried, bon, la dernière question était la suivante parce que j'ai reçu une question là tout à l'heure d'une combattante qui demande, est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes projections par rapport à ce combat et par rapport à la lutte que nous menons contre le hold-up électoral? Qu'est-ce que tu penses à ton niveau, à ton humble avis? Quelles projections tu te fais? Est-ce que tu crois Je que ce pense que tant combat a des que... chances de réussir ou bien Mais nous serons évidemment, dans le sac? non, évidemment. Quand on Parlant va bien dans une sûr guerre qu'on est... du président qui n'a plus quitté le Cameroun, donc un parallèle à ça, qui est resté au Cameroun. Quand on va dans une guerre qu'on est sûr de perdre, c'est qu'on a énormément de temps libre. Quand on va dans une guerre qu'on est sûr de perdre, c'est qu'on est fou. Et comme nous ne sommes ni fous, comme nous n'avons pas beaucoup de temps libre, tu connais le rythme effréné de la vie en Europe, ça veut dire que la guerre que nous menons, Exactement. c'est parce que nous savons qu'il y a des issues de victoire. Et l'issue de victoire ne dépend pas du hasard ou du destin, mais de la détermination de ceux qui la mènent. Quand on parlait de la révolution à Cuba, elle est partie de 53 au 1er janvier 59. Donc, oui, ça, c'est branché. Elle est partie justement du 26 juillet 53 au 1er janvier 59 parce que Fidel Castro et consorts ont dit qu'ils n'abandonnent pas jusqu'à la fin. La révolution n'a qu'un plafond, l'atteinte du but. Tant que le but n'est pas atteint, elle continue. Dans la révolution, l'avantage avec la révolution, c'est que elle réussit toujours. Si elle ne réussit pas, c'est parce que ceux qui la mènent ont décidé d'abandonner. Mais en fait, quand on n'abandonne pas, ça finit par réussir, même si ça prend 150 ans. Et les révolutions intellectuelles, d'autant plus dans le contexte actuel où la jeunesse est vraiment en train de se réveiller. Déjà, le niveau actuel semblait improbable il y a quelques mois, voire quelques semaines encore, mais on voit Mhm. comment l'intérêt devient de plus en plus grandissant. Alors, l'objectif, et c'est justement ça qui va donner la crédibilité à l'action, non au hold-up. L'objectif, c'est lequel? Est-ce que c'est parce qu'on est allé marcher dans la rue que Paul Biya va se lever et dire, bon, je quitte le pouvoir? Non, pas seulement. Est-ce que c'est parce qu'on a fait un live ou qu'on a fait une conférence? Non, pas seulement, mais ça fait partie des ingrédients. Le cube Ouais. ne fait pas à lui tout seul le poisson, mais il faut le cube en plus d'une janson, en plus du piment, en plus de... Bon, désolé pour l'exemple, je suis sur un poisson. Oui, Wilfried. Je suis sur un poisson très musclé là, c'est un adversaire de taille. Je vais m'occuper de lui là tout à l'heure. C'est pas la De- sardine, mais vraiment il est assez coriace. Donc, et justement, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous allons faire toutes ces choses-là parce que ce sont les ingrédients à la fameuse sauce, au fameux poisson qu'on est en train de faire, le poisson de la révolution. Et la révolution, elle a le cap qu'a fixé le professeur Maurice Kamto. Il est assez simple. Nous devons maintenir la pression envers le président Paul Biya de telle manière à ce que aussi bien l'attention nationale globale que l'attention panafricaine, voire internationale, se penche vers lui et dit, mais cousin, pourquoi ton peuple depuis ne se tait pas? Pourquoi il ne se calme pas? Pourquoi il continue de donner de la voix? Qu'est-ce qu'il demande? Ah, il demande de recompter les voix. Ben, recompte les voix. Puisque tu as dit tu as gagné, normalement tu as la certitude d'avoir gagné, alors recompte les voix. Le recomptage des voix a deux avantages. Oui. Ils partent du fait qu'on n'a pas besoin de voir Kamto gagnant pour que l'objectif soit atteint. Je l'ai dit dans mon live il y a 2 jours, à supposer qu'à la place de 71%, on a plutôt 40% pour le RDPC et 38% pour le MRC. Ça suffit à leur dire, les gars, comment est-il possible que vous ayez pris 30% et ajouté comme ça de manière artificielle à vos résultats? Ça veut dire que ces institutions ne sont pas crédibles. Et j'avais pris un exemple pour les cas flagrants, le cas de Transparency International. On a Oui. pris des joueurs de billard, des joueurs de ping-pong,
des acteurs de mauvais films pour venir jouer le rôle de Transparency International. Tellement fait à la va-vite, tellement fait de manière avec amateurisme qu'ils ne se sont même pas rendus compte que Transparency International avait des émissaires au Cameroun et ils allaient se rendre compte que mais ceux que vous présentez là ne sont pas des nôtres. Donc ça, c'était flagrant. Même le dernier des crétins à la mauvaise foi la plus absolue est obligé de reconnaître que c'était des faux émissaires de Transparency. Et maintenant, il y a des éléments un peu plus en profondeur. Nous avons les... Apparemment, on nous dit que le président Paul Biya a reçu des faux rapports concernant la CAN. Oui, Oui. là, tout le monde le sait, c'est ce qui a été avoué. Et curieusement, les gens se disent que pour la présidence de la République, pour les votes, là, il n'y avait personne, il n'y avait aucune surveillance. Là, il n'y a pas eu de faux PV, il n'y a pas eu de faux rapport. Non, celui qui fait le faux en alpha fera le faux en En oméga. bêta. C'est dans la nature. L'habitude est une seconde nature. Qui a bu, boira. Celui qui triche aujourd'hui trichera demain. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, s'ils ont triché pour un petit élément de pub qu'est la canne, à combien plus forte raison ont-ils triché pour un élément dont dépend leur survie comme la présidence de la République? C'est une simple question de logique, une simple question de rationalité. Donc, le recomptage des voix va aboutir à ce genre de conclusion où on va dire, ben, il est comme out, Conseil constitutionnel, foutez le camp, et on va reconstruire les institutions. Et alors, pourquoi, comment est-ce que ça peut marcher? Comment est-ce que ça doit marcher? Il faut que ce soit des émissaires de différents pays, de préférence africains, parce que comme je le dis toujours, je n'aime pas, c'est l'autre revers de la médaille, je n'aime pas voir les Européens dans nos affaires. On est en Allemagne, mais on le dit quand même. Quand ils s'immiscent dans nos affaires, c'est dans une logique de paternalisme et la contrepartie nous fait souvent plus de mal que de bien. Donc il faut que même si l'Union africaine est aussi financée par cette Union européenne, là c'est le moindre mal, il faut qu'on ait à la place des 11 membres du Conseil constitutionnel, qu'on ait 11 membres de 11 pays africains différents qui vont procéder à la recompte de voix selon les PV des LECAM et qui, eux, sont impartiaux parce que eux, ils se foutent pas mal de qui est président au Cameroun ou pas. Et donc, quand on aura les vrais chiffres, ça va aboutir justement à la restructuration